Alors, je me présente, je suis donc Marie-Astrid Soden. À l'INRIS, je suis à la direction de la stratégie, de la communication et du marketing et je suis responsable thématique de la transition énergétique et l'économie circulaire. C'est donc Parfait. pour cela que j'accompagne mes deux collègues, M. Mazri et M. Bolvin, à qui je passe la parole. Très bien. J'y vais alors du coup. Bonjour à tous, bonne année. Je suis donc Christophe Bolvin, je suis le responsable de l'unité en charge des analyses de risques. Alors l'unité s'appelle Identification et analyse des risques accidentels. Donc ce qu'on entend par risque accidentel, c'est la prévention des incendies, des explosions, dispersion toxique et des pollutions. Ces méthodes d'analyse de risque, nous les mettons en œuvre dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, principalement des installations soumises à autorisation, Céveso seuil bas, Céveso seuil haut, que ce soit plateforme logistique, que ce soit unité de la chimie, et de plus en plus des installations de production d'hydrogène. D'accord. Voilà. Très bien. Bonjour à tous, je suis Chabel Mazri, je suis chercheur au sein de l'unité facteurs humains, organisationnels et gouvernance des risques. Je suis là dans le cadre de l'expertise sur l'évaluation des filières ou des réseaux énergétiques sur les aspects risques. Parfait. Donc, merci, monsieur, merci, madame, merci, messieurs. Moi, je suis donc Jacques Archambault, je préside cette commission particulière du débat public et je suis là accompagné de 3 de mes collègues. Nous étions une commission de 7, donc François Gillard, par ailleurs membre de la commission nationale, Myriam Merat, qui est membre de la commission particulière et qui connaît bien l'INERIS, parce que je crois qu'elle y a sévi pendant quelques temps, et puis Philippe Bertrand, qui est également un des membres de la commission particulière. Voilà. Donc, nous sommes en bout de parcours, en bout de débat public, puisqu'on a commencé en septembre et on finit dans les heures qui viennent. Et on a un certain nombre de ces auditions qui nous permettront de conforter un certain nombre d'intuitions, le cas échéant de changer d'opinion si c'est nécessaire, au regard des questions qui ont été posées par le public à l'occasion de ce débat, qui ont été fort nombreuses, et des réponses qui ont été apportées par le maître d'ouvrage, ou le cas échéant d'ailleurs par l'État. Donc on a besoin, en fin de parcours, d'avoir une opinion non pas sur la validité des arguments des uns et des autres, mais sur les biais, les angles morts, les questions méthodologiques qui pourraient rester posées à ce stade du débat. Et c'est dans ce cadre qu'on a organisé, in fine, après bien d'autres, mais enfin en tout cas un peu à la fin de la procédure, des auditions de l'Agence de l'eau, tout à l'heure de l'Office français de la biodiversité, des services de l'État bien sûr, de Réal et des DTM, et puis maintenant de l'INERIS. Sur un sujet qui est apparu très vite, ou sur des sujets plutôt qui sont apparus très vite comme des sujets majeurs, puisque c'est un territoire, le Landes de Gascogne, en particulier la commune de Saucats, qui est un peu traumatisé par le souvenir, la mémoire d'un énorme incendie, je crois 1949. C'est un village dans lequel il y a des noms de rues qui portent des noms de maires ou de victimes de cette affaire. Il y a même un monument aux morts du grand incendie de 1949. Donc on a là une espèce de traumatisme lié à l'incendie dans une forêt qui évidemment risque de prendre feu à tout instant. Donc, le sujet risque au sens large est venu très, très rapidement dans la discussion. Les populations ont souvent mentionné ces risques. Alors, évidemment, en premier, le risque incendie, je viens de le dire. En second lieu, un risque qui est un risque d'inondation, qui est lié à tout ça, à l'exception peut-être de Philippe et de Myriam, on n'est pas spécialiste des risques. Donc vous pardonnerez l'approximation des termes ou des mots, mais enfin, c'est comme ça que les questions sont venues, comme ça qu'elles ont été présentées. Donc, n'hésitez pas à remettre les choses dans les bons mots et dans les bonnes formes si c'est nécessaire. Bon, en tout état de cause, donc risque d'inondation, parce que, en gros, l'arrachage des arbres sur un terrain qui était autrefois une mangrove, enfin un terrain, des landes très, très humides,
risque de faire remonter la nappe phréatique, transformer ce terrain en éponge et évidemment au débouché de tout ça, à l'autre bout, et surtout sur le parcours de l'eau ainsi stagnante ou ainsi voilà, bon, dans le débit moins contrôlé qu'avant, d'ici l'embouchure de la Garonne, provoquer sur des terrains qui sont par ailleurs des terrains assez artificialisés avec des pavillons, des zones pavillonnaires du périurbain un peu anarchiques, provoquer des débats assez considérables. Donc, incendie, je l'ai dit, inondation, inondation, je le mentionne, un risque sur lequel la documentation scientifique, la littérature est peu développée, mais enfin, ça a apparu comme un sujet, évidemment, les risques climatiques, les risques îlots de chaleur, un risque alors, bon, qui apparaissait aux yeux du maître d'ouvrage, en tout cas assez nouveau et assez bon. Des risques tempêtes, hein, et des risques tempêtes, bon, bah, ça, un peu, j'allais dire, comme tout le territoire, mais avec des effets d'aérologie aggravés qui posaient notamment problème aux viticulteurs de Pessac-Léognan, terroir viticole particulièrement réputé, enfin, qui se sont souciés de ces risques de vent sur couloir de vent, hein, pour un projet qui est quand même un énorme projet. C'est un projet de défrichage de 1000 hectares, le plus gros de France et un des plus gros probablement en Europe. Actuellement, on est un plus gros parc à 300 hectares et on va passer à 1000. Donc voilà, où on passerait à 1000. Donc ces risques ont été mis en avant dans le débat. Les maîtres d'ouvrage, donc Engie, Eneoen et RTE pour le raccordement, mais enfin, surtout Engie et Neoen, ont apporté quelques réponses qui étaient des réponses à la fois réglementaires, hein, voilà ce à quoi on est tenu pour faire face à ces risques, des études particulières de danger, dont certaines ont été présentées, mais dont je dois dire qu'elles ne sont pas apparues comme, à ce stade, hein, à tort ou à raison, comme totalement convaincantes auprès des populations qui ont insisté sur les cumuls de risques liés à l'existence d'une plateforme qui, comme vous le savez, donc, comporte un parc photovoltaïque, une batterie de stockage d'électricité, énergie intermittente, stockage, un électrolyseur producteur d'hydrogène, et puis un data. Alors, ce qui nous intéresse, c'est moins votre opinion, d'une certaine façon, sur le projet Oriseo. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez une opinion sur le projet Oriseo, si c'est possible que vous en ayez une, mais que le fait d'attirer notre attention sur des points de méthodo ou sur des points de démarche ou de façon de procéder qui permettent dans la suite, parce que le débat public, c'est vraiment très en amont, hein, de la procédure, hein. Il y aura de multiples domaines réglementaires dans lesquels des concertations vont se mener. Puis au bout du bout, on aura, avant l'enquête publique, puis les autorisations elles-mêmes. Donc, il y a encore du temps. Donc, il nous intéresse à la fois la façon dont vous nous aider à percevoir les limites ou les points forts, d'ailleurs des réponses actuelles des maîtres d'ouvrage, attirer notre attention sur des questions méthodologiques, et puis dire pour la suite quelles recommandations on pourrait faire pour que cette prise en compte des risques soit à la fois plus globale, plus territorialisée, plus en phase avec le sujet du cumul des risques qui nous a été posé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais probablement, nous, on avait listé une série, alors, dans les mots où elles ont été exprimées, hein, donc tout ça mériterait peut-être clarification, n'hésitez pas à le faire. On avait listé, nous, une série de points qui se sont posés en question du débat public et sur lesquels, moi, je vous propose, sauf si vous avez une autre façon de faire à nous proposer, mais sur lesquels à partir desquels on pourrait travailler. Voilà en gros l'esprit qui nous anime au terme de ce débat public, et cette audition va être importante pour nous pour qu'on puisse faire des recommandations aux maîtres d'ouvrage sur ce point pour la suite. Alors, on a regardé ensemble tous les trois les différentes questions. Oui. Donc, on a déjà. Donc, le mieux, ce serait peut-être effectivement de partir de chacune de vos questions, puisque nous, on a travaillé et qu'on voit un peu comment échanger, comment reformuler, si j'ai bien compris, un peu aussi vos questions et des remarques à faire par rapport à chacune des questions d'un point de vue plus générique sur l'analyse de risque. Voilà.
Alors, donc, la première vague, si l'on peut dire, de questions touchait aux risques spécifiquement, spécifiques traditionnellement identifiés par la littérature, les retours d'expérience, la réglementation, sur chacune des briques composantes présentes dans ce projet Eurizeo. Donc, on a entendu, à la fois pour les panneaux photovoltaïques, data center, batterie de stockage d'électricité, électrolyseurs, et puis, le cas échéant, mais c'est sans doute moins prégnant, les dispositifs agrivoltaïques. Alors là-dessus, ce qu'on peut dire, et je pense que Christophe pourra bien vous expliquer, c'est prenons une seule brique, par exemple, et comment ça se passe pour ce que vous appelez traditionnellement identifié par la réglementation, et par rapport aux exemples que l'on lit dans la suite de la question liés aux phénomènes attendus, l'incendie, l'explosion, l'inondation, quelles sont déjà les choses qui, on va dire, par la réglementation, sont clairement identifiées dans le travail d'analyse de risque, par exemple, d'une des briques technologiques. Je vais laisser Christophe présenter. Oui, effectivement, donc chacune des briques présente finalement un potentiel de danger qui lui est propre. Donc, si on part de la brique panneau photovoltaïque, on aura bien évidemment des problématiques d'incendie ou des difficultés liées à l'intervention des sapeurs-pompiers, des problèmes liés au risque électrique. Voilà, donc il y a bien sûr toute une typologie de risques qui est à chaque fois propre au type d'installation. Pour les data centers, comme vous l'aviez cité, l'exemple d'OVH nous montre les problématiques d'incendie, des dispersions des fumées, etc. Pour les problématiques, pour la brique électrolyseur, en fait, cette brique est large parce qu'elle recouvre plusieurs équipements finalement. La brique électrolyseur recouvre l'électrolyse en elle-même, mais aussi la compression, l'étape de purification et l'étape de remplissage et de stockage de l'hydrogène. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a trois grandes typologies, trois grandes familles d'électrolyseurs qui présentent des particularités vraiment différentes en termes de température, de pression, de débit de production d'hydrogène et d'oxygène, et donc qui présentent des risques tout à fait spécifiques. Par exemple, la perte de confinement, donc nous, ce qu'on appelle une perte de confinement, c'est-à-dire la fuite d'hydrogène. La fuite d'hydrogène qui va donc, dans un bâtiment, par exemple, dans un conteneur, donc avec bien sûr des risques d'explosion, ou une dispersion qui peut se faire également à l'extérieur, des risques de mélange entre l'hydrogène et l'oxygène au sein même de l'électrolyseur, des problématiques de perte de confinement de l'oxygène également, parce que l'oxygène peut entraîner une suroxygénation, voire éventuellement des problématiques de combustibilité finalement. Donc, on pourra modéliser des choses très particulières. Il y a également des problématiques d'éclatement de capacité, voire pour certains, dans un certain type d'électrolyseur, des problématiques d'emballement de réaction. Donc, vous voyez que quand on parle déjà d'électrolyseur, c'est une brique qui en recouvre plusieurs et qui présente finalement des particularités vraiment spécifiques. Et seule l'analyse de risque est capable finalement de comprendre les risques associés à chacune des sous-briques électrolyse. Voilà. Après, peut-être que Marie-Astrid, tu peux intervenir sur le volet batterie. Christophe, juste un instant, Jacques, juste pour quelques précisions de questions qui reviennent souvent sur l'électrolyseur. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le risque incendie, le SDIS a déjà envoyé un certain nombre de dispositions constructives à avoir autour des centrales photovoltaïques au-delà de l'électrolyseur, et notamment en prenant en compte le facteur aggravant. Mais je vais donner un peu les précisions sur les questions qui sont revenues du débat. C'est qu'en fait, ils ont dimensionné leur électrolyseur pour qu'il tombe pile dans les préconisations de la rubrique 1.4.15 sur les ICPE, qui fait que c'est inférieur à 5 tonnes. Le souci, c'est que en fait, le public
fait ressortir un certain nombre de préoccupations légitimes qui sont est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur les limites réglementaires et est-ce que dans quelques temps, au vu de la capacité de la centrale photovoltaïque, est-ce qu'on ne va pas monter à un électrolyseur ou en tout cas les besoins générés pour les industriels, est-ce qu'on ne va pas monter à une capacité supérieure qui ferait qu'on passerait en Céveso? Et là, il y a une inquiétude croissante. Et une inquiétude croissante, surtout parce que, en fait, Jacques l'a bien expliqué, il y a le phénomène incendie, mais aussi le fait d'avoir effectivement des effets dominos avec les autres briques du projet. Et donc, la peur d'avoir et l'incendie, et donc les effets thermiques, les effets toxiques. Et même si c'est complètement différent, Lubrizol il reste à marquer, même si on est sur une configuration différente, mais on se demande ce qui va se retrouver dans l'air s'il venait à y avoir une explosion. Ou un incendie. Oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque brique intrinsèquement porte un potentiel de danger. Donc moi, mon discours portait vraiment là-dessus, c'est-à-dire que finalement, quelle que soit la quantité d'hydrogène produite, de toute façon, il y a ces problématiques-là de fuite d'hydrogène, d'éclatement de capacité, fuite d'hydrogène qui peut s'enflammer, former ce qu'on appelle des feux chalumeaux, des feux torches, des explosions. Voilà, donc intrinsèquement, il y a ça. Ensuite, la nomenclature est là effectivement pour cadrer les choses et en fonction de la quantité d'hydrogène produite, effectivement, on peut être soit soumis à autorisation, soit déclaration de contrôle périodique, etc. Moi, ce que j'avais compris en lisant, mais peut-être que ma lecture était trop rapide du document du maître d'ouvrage, mais j'avais compris qu'ils avaient commencé à identifier les rubriques ICPE, notamment les rubriques 47-25, notamment la rubrique électrolyseur 34-20, qui classe finalement automatiquement en autorisation certains types d'installations. Voilà. Et donc, voilà, donc ça veut dire que quand on est soumis, bien sûr, ça, je pense que vous le savez, quand on est soumis à autorisation, donc on est soumis à une étude de danger pour cette installation-là en particulier. Voilà. En fait, juste pour préciser, parce que c'est important, c'est que, en fait, comme on est en amont des dossiers d'autorisation d'exploiter, bien en amont, eux disent, et c'est complètement légitime, bien évidemment, le moment venu pour le dépôt du dossier d'autorisation d'exploiter, de toute façon, on va avoir à déposer l'analyse des risques et de toute façon, on va passer par le contrôle de la DREAL et de toute façon, s'il y a un besoin de contre-expertise ou de tierce expertise, ça arrivera. Mais c'est très en amont de ça, le questionnement qui se pose, c'est n'y a-t-il pas sur ce type d'installation ou éventuellement juste en observant les configurations du projet, des choses que tu verrais qui montreraient que ça risque de monter en capacité et que ce qui présente comme étant des éléments qui vont faire réglementairement irait au-delà de ce qui est réglementairement envisageable parce que ça demanderait le développement de méthodes beaucoup plus sophistiquées sur des projets complexes de ce type. Je ne sais pas si je suis claire dans le type de précision que je vais te donner sur ça. Le guide ADEME a été publié, notamment Beno Weinberger avait participé, donc on retrouve les scénarios, on retrouve les typologies dont tu parles, on retrouve les scénarios d'accident, et ça, ils en ont, en tout cas, ou depuis, bien conscience. Mais n'y a-t-il pas autre chose au-delà de ces scénarios d'accident que l'on pourrait identifier? L'autre chose, et là on passera la parole à Chaban, c'est qu'en fait, comme on vient de parler là beaucoup sur la problématique c'est vrai, c'est la première rubrique qui va porter sur ce projet qui est l'hydrogène, mais on a une autre brique technologique, comme disait Christophe, qui est un peu aussi problématique, parce que vous l'avez passé vite fait, elle est appelée batterie de stockage d'électricité. Il faut savoir que les conteneurs de batterie, ça devient aussi un sujet assez sensible. Vous êtes au courant de l'accident qu'il y a eu dans l'Ariège sur un conteneur de RTE. Vous avez d'ailleurs possibilité d'aller voir sur le site du BEA Risque technologique dans leurs annexes le rapport de l'INERIS qui est intervenu pour comprendre ça. Et ça aussi, toute cette architecture de ces petites briques énergétiques qui créent ce gros mix est vraiment importante de regarder d'abord isolément chaque brique et après de comprendre l'ensemble. Et donc là, je vais laisser plutôt la parole à Chaban. Oui, bonjour à tous. Effectivement, globalement, quand on fait de la gestion des risques, on va dire qu'il y a deux gisements
de performance, performance sous-entendue comme réduction des risques. Le premier, c'est ce qu'a présenté Christophe Bolvin, donc c'est une réflexion par briques, où on va essayer d'identifier tous les scénarios, on va essayer de les caractériser, et puis on va concevoir une architecture sécurité pour chaque brique, qui est finalement une combinaison de mesures, qu'elles soient techniques, humaines ou organisationnelles, qui permettent, on va dire, de minimiser au maximum ces risques-là, brique par brique. Bon, il y a ce cadre-là. Un autre cadre qui est complémentaire, donc un autre gisement d'amélioration de la sécurité, serait non plus de considérer uniquement les briques individuellement, mais de regarder le projet dans son ensemble et comprendre que typiquement la localisation, les transferts de risques qui peuvent s'effectuer entre, dans une première configuration, des stockages importants et des transports plus réduits, ou alors dans une autre configuration, des stockages plus faibles, donc un potentiel de danger plus faible, mais une plus grande fréquence de transfert d'énergie. Tout ça, ça peut jouer sur le niveau global des risques. On peut jouer aussi sur, en fonction des événements initiateurs naturels que vous avez cités en introduction, sur où est-ce que se situent les vulnérabilités les plus importantes et du coup, comment on pourrait jouer sur l'emplacement de ces différents composants sans forcément les changer. Mais finalement, pour exactement les mêmes technologies, pour exactement les mêmes briques, on peut avoir des niveaux de risque moindres si on se met à avoir cette vision globale du projet. C'est pour ça que dans nos travaux à l'INERIS, il y a cette complémentarité entre des visions briques, qu'il faut bien évidemment connaître, maîtriser, parce que c'est la donnée d'entrée principale, et puis une vision, on va dire, plus holistique, plus systémique, qui permet de comparer différentes architectures possibles du projet d'un point de vue risque. Et bien évidemment, on peut imaginer que l'ouvrage va regarder aussi d'autres critères. Il peut y avoir des critères de coût, de faisabilité, etc. Mais en tout cas, nous, on peut aussi proposer le critère risque à considérer très en amont dans le projet pour que ce soit intégré dans le choix de l'architecture globale du projet. Alors, plus explicitement, en fait, sont ressortis un certain nombre de risques qui sont induits par l'effet de briques, et notamment le risque inondation, avec en gros le fait de couvrir des grandes surfaces sur plus de 1000 hectares, fait qu'en fait, on va avoir une montée du risque d'inondation par remontée de nappe et par ruissellement. Et du coup, un effet sur les installations elles-mêmes et un effet sur l'extérieur. Et puis, une deuxième crainte majeure qui est ressortie, c'est l'effet vent et l'effet tornade, qui est dû, encore une fois, au fait de couper sur des grandes surfaces, sur cette partie utilisée en sylviculture, dégager un espace important et donc l'exposer au vent. Vous vous rappelez la tempête de 99. Et un troisième point qui est aussi ressorti, c'est le risque d'acidification des sols. Acidification des sols, vous voyez ces trois typologies de risques dont je viens de vous parler, ça pourrait être des risques majeurs, mais ce n'est pas des risques majeurs prouvés, c'est des risques majeurs suspectés. Et en fait, ces éléments de risque majeur suspectés, on avait justement avant vous une audition avec l'Office de la biodiversité, encore de l'ordre de la réflexion scientifique. Vous voyez, du coup, on irait au-delà du dossier des contraintes réglementaires telles qu'elles sont actuellement, puisqu'elles touchent le risque majeur avéré. Donc, qu'est-ce que vous auriez de votre côté en termes de retour d'expérience sur ce type d'événements et leur prise en compte? Alors là, je pense que c'est, moi, ce que je proposerais, c'est peut-être de revenir au cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent finalement ces installations, parce qu'il y a une particularité quand même, c'est que ce que moi j'ai compris, c'est qu'on n'était pas sur un établissement Céveso, on ne serait pas sur un établissement Céveso, on serait sur un site qui comporterait certaines installations soumises à autorisation. Et ce qui signifie que finalement, la traduction, c'est que pour ces installations-là soumises à autorisation, celles qui produisent notamment l'hydrogène qui nous classe directement à autorisation, l'électrolyseur également, la rubrique 3420 par exemple, autorisation, eh bien là, il y a une étude de danger. Mais il y a une étude de danger pour ces installations-là. Donc après, du coup, on arrive à la question, finalement, les installations qui ne sont pas soumises à autorisation, qui sont soumises à déclaration ou déclaration de contrôle périodique, comment va-t-on les intégrer pour avoir cette vision multirisque finalement. Voilà, donc ça c'est déjà une première difficulté.
Et peut-être que, bon, je m'avance, peut-être, je suis désolé, Marie-Astrid, surtout, tu me corriges, mais moi, sur des difficultés comme celle-ci, peut-être une recommandation pourrait être d'avoir une vision un peu établissement et pas seulement une vision installation soumise à autorisation quand l'étude de danger sera réalisée, pour bien comprendre comment chaque installation va interagir, les risques d'une sur l'autre, etc. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, il y a le deuxième point. Toujours dans le cadre réglementaire, comment prend-on en compte finalement les événements extrêmes, voire déjà les aléas naturels? Pour l'instant, c'est géré dans le cadre d'une circulaire qui est la circulaire de 10 mai 2010. Cette circulaire, en fait, prévoit une approche, ce qu'on appellera déterministe. Alors, je vais éviter de rentrer dans les détails, je pense, Myriam, tu vois bien ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'on va prendre comme cause dans les scénarios d'accident, on va retenir certains des aléas naturels, mais pas tous déjà. Et pour ceux que l'on va retenir, on ne va pas les quantifier en probabilité. Voilà. Donc, on va les traiter, on va dire, qualitativement dans le cadre de l'analyse de risque. Par exemple, pour le vent et pour la neige, eh bien, il faut que l'installation soit conforme à des eurocodes. Bon. Pour le séisme, il y a aussi un cadre très, très spécifique. Mais pour l'instant, dans la réglementation, on ne prend pas en compte, et ça fait écho avec d'autres questions que vous avez, on ne prend pas en compte le réchauffement climatique, on ne prend pas en compte ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir les îlots de chaleur, on ne prend pas en compte en fait tous les types d'inondations possibles. Voilà. Et donc là, ça veut dire que c'est vraiment à la main de l'exploitant, dans le cadre de son travail d'analyse de risque, de réfléchir et de se dire, mais là, il y a un contexte vraiment particulier qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de risque. Voilà. Donc, les problématiques de montée du niveau d'eau dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça, faut les prendre en compte dès maintenant. Les problématiques liées, comme tu disais, Myriam, sur les tempêtes, les tornades, c'est à prendre en compte spécifiquement. Voilà. Les problématiques d'incendie de forêt, c'est à prendre en compte spécifiquement également. Vous voyez? Voilà, ça serait peut-être une deuxième recommandation, c'est ça. Et ensuite, je pense qu'il faut bien penser qu'une étude de danger, alors ça, c'est bien compris pour un Céveso seuil haut, il y a la notion de révision quinquennale. Parce qu'on sait très bien, donc tous les 5 ans, on met à jour l'étude de danger. Parce qu'on est dans un esprit, il y a les évolutions sur un site, l'évolution de produits, techniques, socio-organisationnelles, humaines, etc. Et donc, c'est bien d'avoir une révision. Mais dans un cas comme celui-ci, on pourrait tout à fait aussi imaginer d'avoir une révision dans les 5 ans, dans les 10 ans, vu l'état des connaissances sur les problématiques que tu soulevais, Myriam, sur, je ne sais pas, sur des nouveaux aléas naturels qu'on n'aurait pas pris en compte. C'est tout à fait envisageable. C'est-à-dire que l'étude de danger, c'est un document un petit peu vivant, enfin, qui est amené à vivre et à être utilisé normalement même au quotidien par l'exploitant. Et on pourrait imaginer de le remettre à jour à une certaine fréquence pour prendre en compte l'état des connaissances. Voilà. Et je pense que ça pourrait rassurer un peu les personnes. Merci Christophe, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres types d'études qui permettraient de dézoomer de l'emprise du projet lui-même pour aller voir le risque induit au-delà? Et je vais expliciter ça, c'est que tu as la centrale de connexion RTE qui est justement ce qui explique le positionnement du projet Oriseo qui est proche de la centrale, donc les raccordements se feront aisément. Mais si on a une remontée de nappe, oui. Et on va imaginer qu'on a une remontée de nappe ou un incendie majeur, ce qui risque de se passer, c'est que la centrale RTE, elle risque d'être explosée, et elle expose toute la région, voire au-delà, à un risque de manque de continuité de production d'électricité. Ouais. C'est que c'est le risque incendie, ou le risque vent, ou le risque remontée de nappe, est certes pour le moment dans certains cas un risque suspecté, mais s'il arrive, ça devient un risque majeur, et un risque majeur dont l'emprise va aller au-delà des limites du projet. Donc je ne sais pas si voilà, au-delà. En fait, moi, ce que je proposerais comme premier élément, après je laisserai Marie-Astrid et Chaban compléter, mais finalement, ce que tu présentes là, pour moi, c'est une cause à prendre en compte. C'est la cause de perte électrique.
Et d'ailleurs, pour votre information, les Pays-Bas m'ont contacté, le RIVM, donc l'institut équivalent, on va dire équivalent à l'INERIS, nous ont contacté en début de cette semaine, parce que dans le cadre de la transition énergétique, ils constatent des problématiques d'approvisionnement des sites industriels et donc des perturbations électriques qui peuvent générer ces perturbations, des problématiques d'accidents, des emballements de réactions dans les réacteurs chimiques, etc. Voilà, donc ça, c'est un domaine qui, je dirais, une problématique qui monte. Mais finalement, la problématique électrique, c'est des choses que un exploitant doit vraiment prendre en compte. Alors après, on n'est pas forcément exhaustif dans toutes les causes possibles, mais quand on regarde la perte électrique, on va se poser la question finalement sur la dynamique de l'événement, sur la cinétique, combien de temps ça peut durer, par où ça peut durer. Alors effectivement, on ne peut pas imaginer, quand on fait l'analyse de risque, toutes les situations possibles, mais si déjà on aborde cette question-là de la perte électrique et qu'on se dit dans 5 ans, éventuellement, on se remettra autour de la table pour revoir finalement est-ce que le contexte d'élaboration de l'étude de danger qu'on avait fait il y a 5 ans reste valable. Voilà, ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Voilà moi ce que je pourrais peut-être apporter sur les… Je vous propose d'essayer de suivre, d'abord de récapituler à chaque étape et d'essayer de suivre les questionnements qu'on se posait. Moi, j'ai noté la vision établissement, sa vision un peu globale. J'ai noté la prise en compte des événements extrêmes hors réglementation, enfin hors réglementation ou à cheval sur réglementation, mais au-delà de la réglementation. J'ai noté l'idée de la révision, sinon on continue, mais enfin du moins la révision périodique, permettant le cas échéant, d'ailleurs, on se posera la question des institutions dans lesquelles tout ça peut se faire. Est-ce que c'est des commissions locales sécuritaires? Bref, mais ça on y viendra tout à l'heure. Et puis j'ai noté également la prise en compte de ce que vous appelez dynamique d'événements, enfin des risques électriques aussi. J'ai noté ça. Mais, alors, au point où on était, nous, on avait la question de la question de savoir si la localisation sur une forêt, dans une forêt qui a été abattue de fait, était quelque chose qui était d'aggraver ou le cas échéant, pourquoi pas, à contrario, de réduire les risques. Je vous dis ça parce qu'on a entendu ça dans le débat, des gens qui ont dit, mais après tout, ça va faire un effet de coupure, et de toute façon, comme cette forêt, elle va être de plus en plus incendie, de plus en plus de risques à incendie, puisque en gros, on nous dit, elle atteindra le niveau de risque de la forêt méditerranéenne dans les 10 ou dans les 15 ans qui viennent avec le réchauffement climatique. Donc, au fond, est-ce que le fait de faire des grands, justement, d'aérer cette forêt n'est pas quelque chose de positif pour les risques? Cette question est un peu naïve, mais la localisation sur la forêt, est-ce que c'est quelque chose qui est, et à quelles conditions potentiellement positives, potentiellement négatives, potentiellement aggravateurs de risques? Bon, voilà. Question peut-être un peu naïve, mais bon. Là, on en revient à ce que vous proposez, Christophe, qui est à dire d'un élargissement de l'EDD purement réglementaire à la vision d'établissement et de regarder justement l'impact du flux thermique de la forêt, comment ça se passerait et est-ce qu'elle peut impacter ou pas le site. Donc là, on en vient à un détail dans l'EDD qu'on n'a pas forcément pour essayer de modéliser justement cet incendie externe. Mais il ne faut pas oublier non plus que malheureusement, il peut y avoir le changement climatique qui fera partir la forêt, mais aussi les équipements présents. Ça peut être, comme vous a dit tout à l'heure Christophe, un projectile qui pourrait venir de la partie électrolyseur hydrogène et qui serait le point chaud pour faire partir l'incendie dans la forêt qui en plus après pourrait entourer. Donc ce scénario, il est tellement, je vais dire, évident par la localisation, donc c'est le cas spécifique là, de ce projet qu'il faut recommander son étude dans les deux sens. Le changement climatique qui fait partir la forêt et l'installation qui pourrait aussi démarrer si malheureusement, normalement ça c'est géré je pense par le code forestier, mais je n'y connais rien là-dedans, les zones de défrichage, des certaines distances pour être sûr justement de ne pas partir. Mais il y a la notion aussi peut-être de projectile qui est là plus complexe. Et ne pas oublier peut-être aussi, parce qu'on est très, effectivement, moi j'ai beaucoup parlé des briques, mais ne pas oublier, et ça je pense Chaban est mieux placé que moi pour en parler, les problématiques d'entrée-sortie du site, c'est-à-dire le fait qu'on va stocker de l'hydrogène, à un moment donné cet hydrogène-là va permettre peut-être au remplissage de camions-citernes, je ne sais pas, et des camions qui vont à un moment donné sortir du site, traverser la forêt, être sur la route, etc.
Donc là aussi, il y a quelque chose à regarder peut-être. Oui, le flux TMD à travers la forêt jusqu'au Voilà. site. Ça, Voilà. c'est vraiment important. Oui, 8 avions par jour. effectivement, l'enjeu, c'est à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, de regarder aussi bien les installations fixes que le transport. Stationnaire. Voilà. Et c'est en regardant les deux qu'on peut trouver des architectures qui, globalement, sont moins risquées. Vous appelez les architectures, c'est de localisation? C'est de la localisation. Hein. Localisation et dimensionnement. Ce qu'on peut imaginer, par exemple, comme le disait Christophe, hein, on peut imaginer un stockage fixe plus important, du coup, qui nécessite moins de ravitaillement. Mais par contre, si on a des stockages qui sont plus petits, et donc on a moins, certes, de potentiel de danger au final, hein, c'est une réduction de risque sur la localisation, mais par contre, le flux, lui, il va augmenter puisqu'il va falloir ravitailler plus longtemps. Donc, c'est ce type d'équilibre-là qu'il faut trouver et surtout essayer d'éviter finalement de se retrouver dans des effets de seuil où on va dire, moi, je m'occupe uniquement de ce qu'il y a à l'intérieur de mon emprise. Du coup, moi, je vais réduire les capacités de stockage, comme ça, je suis acceptable. Et puis, le reste, je ne vais pas regarder. Ces transferts de risque-là, il faut bien faire attention à bien les pondérer. Intéressant, ça. D'accord. Alors, ensuite, on avait une question sur la taille et sur la proportionnalité du risque avec la taille. Parce que c'est une question qui est venue, ça, dans la discussion. Si on réduit la taille, on réduit les risques. Est-ce que c'est aussi mécanique que ça? Mais on reprend ce que vient d'expliquer Chaban. Oui. On va dire localement, oui, mais vous avez simplement emmené de la matière dangereuse sur la route, donc en mouvement, et on l'a déplacée. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver, en fait. Et après, on a d'autres paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas que la taille. Quand on parle de scénario accidentel lié à une fuite d'hydrogène, ce qui va dimensionner les effets de la fuite, c'est le débit de fuite, c'est-à-dire elle-même proportionnelle au diamètre des tuyauteries, à la pression, parce que on peut stocker l'hydrogène sous différentes pressions, jusqu'à 700 bars, vous voyez. Donc, on n'aura pas les mêmes effets du coup. Donc, il n'y a pas que la taille, mais il y a aussi je dirais, les paramètres physico-chimiques. D'accord. Et les paramètres nominaux de fonctionnement de l'électrolyseur. Pareil pour les batteries avec son BMS et son BMSC. Tout ça est à réfléchir et limite à prévoir peut-être par les maîtres d'ouvrage dans leur cahier des charges, parce que souvent c'est des assembleurs un peu qui montent ça, au niveau package, on va dire sécurité dans le cahier des charges, par exemple du conteneur où il y aura l'électrolyseur, tout ce qui va se passer au niveau hydrogène, mais vous aurez un conteneur batterie, ce n'est pas forcément les mêmes problématiques sécurité. Donc, il y a ça à travailler au niveau du maître d'ouvrage. Très bien. Et alors, justement, quel type par rapport à ce que vous disiez sur les cumuls du risque ou la vision un petit peu plus globale, c'est quoi les études ou les documents qui sont à produire pour traiter de ce type de cumul de risque? Enfin, ça s'appelle comment? Enfin, une question un peu bête, mais ça s'appelle comment une étude qui prend en compte tous ces différents éléments? Ça porte un nom, ça suppose quel des types de démarches vous avez commencé à répondre, hein, mais… Voilà. Donc, en fait, dans la démarche vraiment réglementaire Code de l'environnement, ça s'appellera une étude de danger, où on va regarder les interactions brique par brique. Donc, on va regarder chaque brique, les scénarios accidentels qu'elle peut générer. Ensuite, on va regarder les problématiques d'effets dominos d'une brique sur une autre. Voilà. Et on va regarder également les agresseurs externes, ce qu'on appelle agresseurs externes dont Marie-Astrid parlait, c'est-à-dire finalement l'impact de la forêt, l'impact de la remontée de la nappe phréatique, etc. Quel impact ça peut avoir sur les installations. Et on va regarder l'impact de l'ensemble du système, donc l'ensemble de l'exploitation finalement, sur son environnement. Voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est dans le cadre vraiment de l'étude de danger. Et ça, c'est obligatoire. Alors, voilà, oui. Comme je disais, c'est obligatoire pour les installations soumises à autorisation. Voilà. Si on était sur un site Seveso, par exemple, donc là, pour la rubrique 4715, donc liée à la production d'hydrogène, on serait à Seveso s'il y avait 5 tonnes d'hydrogène. Voilà. Donc là, on aurait une notion d'étude de danger pour l'intégralité de l'établissement. Mais si on est inférieur à 5 tonnes d'hydrogène,
on est soumis à autorisation. Et donc, l'étude de danger sera donc limitée aux seules installations. Voilà. Donc, après c'est au maître d'ouvrage de faire, je dirais, son étude de danger de façon la plus intelligente, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas être provocateur, mais pour prendre en compte finalement ces problématiques d'interaction, ces problématiques liées au transfert de risque également, comme disait Chaban. Voilà, le fait de bien intégrer l'environnement global comme étant un enjeu à protéger, mais pouvant éventuellement agresser également les installations. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse plus que ce qui est prévu par la réglementation. Dans le cas particulier, il s'est mis en dessous du seuil. Il s'est mis, il a considéré que ça. Donc, il faut qu'il fasse comme si il était concerné par un seuil plus haut. C'est ça que vous nous dites? En tout cas, oui. En tout cas, il faudrait qu'il ait cette démarche-là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, pour les électrolyseurs, il y a une norme. Par exemple, il y a une norme internationale qui requiert la production d'une analyse de risque. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on a aussi des choses qui sont demandées en dehors de tout contexte réglementaire, et notamment pour les électrolyseurs, vous avez la norme 22734, édition 2019, norme ISO, qui permet de dire nécessité de faire une analyse de risque, d'identifier tout type de scénario, d'identifier ce qu'on appelle des mesures de sécurité et de les mettre en place. Voilà. Donc, en stade de l'ingénierie, il y a déjà plein de choses déjà qui existent, mais dans le cadre réglementaire, il y a cette nomenclature des installations classées qui existe depuis 1953, qui demande donc ce classement, déclaration contrôle périodique, enregistrement, autorisation et Céveso. Mais l'étude de danger ne concerne que les installations soumises à autorisation. Et dans ce cas-là, on dit attention, il faut peut-être la penser établissement et pas que seulement installation soumise à autorisation. Ça, c'est très. Ça, c'est tout à fait clair. Mais et ça suppose qu'il y a, une fois l'étude réalisée, ça suppose quel type de mesures, quel type de dispositions concrètes à prendre en matière de prévention. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur, la localisation des équipements, mais est-ce qu'il y a d'autres, comme ça un peu à la volée, est-ce qu'il y a d'autres mesures oui, qui bien doivent sûr. être… En fait, si vous voulez, une étude de danger, c'est une étude qui doit démontrer la maîtrise du risque à la source. Alors, démontrer la maîtrise du risque à la source, c'est comme disait Chaban, c'est travailler sur le dimensionnement et travailler sur l'emplacement, déjà des briques les unes par rapport aux autres. Déjà, ça, c'est un premier gros point. Et ensuite, on va affiner les scénarios accidentels brique par brique. Et on peut avoir après des mesures du type, alors ce qu'on appelle des orifices réducteurs de débit, c'est-à-dire qu'en cas d'arrachement d'une tuyauterie d'hydrogène, le débit ne peut pas dépasser une certaine valeur. Voilà. Il y aura tout un système de détection. Bref, on va donc surveiller le bon fonctionnement dans des plages qui sont donc contrôlées de la température, des débits, des conditions de pression, et en cas d'anomalie, en cas de dépassement par exemple d'un premier seuil, de renvoyer cette information quelque part. L'étude de danger va également conclure à la nécessité d'entretenir le site, la végétation du site, l'extérieur du site, de faire des exercices réguliers avec les pompiers, peut-être de faire ce qu'on appelle un plan d'opération interne, de faire des exercices donc d'intervention avec les secours extérieurs sur différents scénarios. Voilà, vous voyez, c'est toute cette réflexion qui, dans une étude de danger, si elle est bien faite, encore une fois, si elle est bien faite, qui permet d'arriver à des mesures de sécurité qui sont claires, suivies dans le temps, parce que ça aussi, ce n'est pas le tout que l'étude de danger soit faite à un moment donné. Il faut vraiment s'assurer que toutes les mesures de sécurité fonctionnent. Voilà. Et pour votre information, sur un établissement Céveso, seuil haut, quand je parlais de la révision à tous les 5 ans, eh bien, le ministère a dit c'est très important que les exploitants regardent mesure de sécurité par mesure de sécurité, celles qui ont fonctionné, celles qui ne fonctionnent moins bien, et si elles ne fonctionnent pas, eh bien, proposer de nouvelles mesures. Donc, il y a un retour d'expérience sur les incidents, etc., tous les 5 ans, mais aussi sur les mesures de sécurité en elles-mêmes. L'exploitant s'était engagé à faire telle et telle chose, finalement, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Et cette réflexion-là, je pense qu'elle gagnerait à être mise en œuvre ici. Et vraiment, juste
pour revenir un peu à ce que je vous disais tout à l'heure dans les cahiers des charges des assembleurs, ce que vient de vous expliquer Christophe est très important parce que vous allez arriver à la définition d'une barrière de sécurité, d'une vraie mesure de maîtrise des risques et elle doit être transformée en un objet, on va dire, technique quelque part, par exemple un détecteur avec des seuils et des alarmes derrière et qui doivent être précis dès la conception de l'équipement. Et surtout pas à la fin. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir que je crois que le projet est toujours en cours. Hein. J'ai cru lire que le DD n'était même pas en route parce que tant que le projet n'était pas finalisé, enfin vous me corrigerez si je me suis trompée dans ma lecture, et ça montre bien que dès qu'ils vont attaquer ça, plus vous pourrez leur donner des recommandations, parce que comme l'a bien expliqué Christophe, malheureusement, les meilleurs dossiers, c'est pour les Céveso. Donc, ils ne rentrent pas. Donc, je vais dire, ça va être des recommandations pour finalement assurer la sécurité de ce type de nouveau projet. Parce que pourquoi ce n'est pas pris non plus en ICPE et en Céveso, c'est que c'est quand même de l'innovation, de la nouvelle conception. Et donc, on peut aussi commencer, parce qu'on a la chance de travailler par briques technologiques énergétiques, de faire une analyse préliminaire de risque sur ces objets, un peu la vision qu'ils en ont, de manière à, dès le début, toutes ces barrières, bien les prendre en compte dans les cahiers des charges qui seront soumis par chacun des prestataires, puisque c'est multi-prestataires, ce type de choses, et en échangeant entre eux, parce qu'il ne faudrait pas qu'une barrière engendre une conséquence sur une autre brique. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent leur analyse tout seul. Il faut d'abord tout seul, évidemment, mais après partager et voir ce qui peut se passer quand deux risques peuvent se rencontrer. C'est très clair. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et alors, et si malgré tout ça ne fonctionne pas, parce que ça vient tout le temps comme question. C'est bon, on a pris toutes les mesures, on a la vision établissement, on a les événements extrêmes en réglementation, on a la révision, on a le fait d'être au-delà des préconisations ou de la législation seuil bas, d'être le plus haut que, etc. On a l'interaction, ce que vous venez de dire, madame, qui est très intéressant et très important, avant même la conception des différentes briques, de l'intégration de cette dimension des risques, de l'interaction des risques, ça c'est ce que vous venez de dire. Mais si tout ça, en gros, les gens nous disent, mais si tout ça ne fonctionne pas, si ceinture et bretelles ne suffisent pas, quid, quoi, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est l'affaire d'autres panels, ils appellent ça les scénarios catastrophes. C'est-à-dire, est-ce que, alors évidemment c'est compliqué parce que dire aux gens il peut y avoir des scénarios catastrophes, c'est d'une certaine façon avouer qu'aucun dispositif n'est parfait. Mais enfin, curieusement, donc évidemment vous imaginez, mais on ne peut pas affoler les gens alors qu'on a tout prévu. Bon, mais curieusement c'est ce que demandent les gens, quoi. Enfin, c'est une espèce de demande paradoxale, quoi. Alors, moi je dirais déjà, si on arrive à une étude qui prenne en compte la réalité du contexte, les problématiques d'interaction avec l'environnement, les problématiques d'interaction entre installations, la problématique de transfert de risque, comme disait Chaban, avec le fait que ça aille après sur la route et tout ça. Si déjà c'est fait dans un contexte qui prenne en compte la réalité des choses, c'est déjà un premier point. Ensuite, une fois que l'étude de danger sera jugée bien démonstrative par l'administration, l'administration, son rôle, ça va être de contrôler que les mesures de sécurité qui sont présentes, elles sont efficientes, qu'elles fonctionnent, qu'elles sont testées, etc. Il y a des scénarios qui sont faits où, par exemple, l'administration arrive et dit, voilà, je souhaiterais que vous déclenchiez ce seuil de température haute, par exemple, pour voir si toute la chaîne de sécurité, elle fonctionne derrière. Vous voyez, donc, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a la responsabilité de l'exploitant, que tout ce qu'il a prévu de faire dans le cadre de l'étude danger soit fait. Il y a le contrôle par les autorités. Il y a également la brique des piliers de prévention des accidents majeurs, qui est toute la planification d'urgence également, qui est très importante, les exercices avec les secours, etc. Et tout ça concourt finalement à venir renforcer la prévention du risque. Donc, il y a toutes les étapes qui sont vraiment importantes là. La maîtrise du risque à la source par le biais de l'étude de danger, le travail des inspecteurs qui est très, très précieux pour aller contrôler ce qui se passe, voir si finalement l'étude de danger n'est pas qu'un document purement théorique qui décrit une situation qui n'est absolument pas réelle. Voilà, vous voyez, c'est tout ça qui est important. Alors, juste pour compléter ce que dit Christophe, la logique qu'il faut avoir en tête et qu'il faudrait
probablement transmettre aussi au public qui pose des questions qui sont tout à fait légitimes, c'est que quand on est confronté à un système à risque comme ça, on a deux démarches qui sont complémentaires. On a une démarche d'analyse des risques qu'on peut définir comme une démarche ex ante, c'est-à-dire en amont du système, puisqu'on ne peut pas se permettre le luxe de laisser fonctionner le système et ensuite apprendre les risques. Donc, on est obligé d'être dans une démarche d'anticipation. La démarche qu'on est en train d'avoir ici, est-ce qu'on intègre tel scénario, est-ce qu'on l'intègre de manière déterministe ou pas, etc. Donc, ça, il faut essayer de le faire de la meilleure manière possible, même peut-être en allant au-delà de la réglementation, telle que l'a évoqué Christophe. Mais ensuite, il faut aussi avoir la modestie de dire qu'il est impossible de tout prévoir. On peut avoir une architecture sécurité qui ramène, alors soit qui élimine complètement les risques ou qui les ramène à des niveaux de probabilité qui sont extrêmement faibles et qui les rend acceptables, mais il faut avoir toujours la modestie, et ça il faut clairement le dire, et tout bon expert le dirait, qu'il est impossible de absolument tout prévoir. C'est pour ça que ce qu'on appelle les démarches ex post, donc quand le système fonctionne, on met en place tout un ensemble de contrôles. Donc, il y a le contrôle réglementaire, comme l'évoque Christophe, mais il y a aussi des dispositifs de contrôle, on va dire, plus sociétaux, puisque depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, on a typiquement des commissions de suivi participative autour des installations à risque, qui fait que le public peut exercer une présence, il peut orienter les réflexions, il peut formuler des demandes, et on peut aussi s'assurer que le dispositif tel qu'il est conçu est accompagné avec des systèmes de management de la sécurité qui sont en adéquation, qui sont suffisamment dimensionnés pour permettre au système de vivre de manière la plus proche possible avec la théorie. Et ça, c'est particulièrement important dans des systèmes qu'on peut catégoriser comme multi-organisationnels, puisque c'est le cas ici. Il y a plusieurs organisations qui vont collaborer sur une installation dans laquelle les risques peuvent interagir. Il faut comprendre que c'est un niveau de complexité supplémentaire. C'est plus compliqué de faire ça que si on avait un seul gestionnaire, on va dire, global de toutes les installations. C'est-à-dire qu'il faut des capacités de coordination, il faut des échanges, il faut qu'on puisse, comme l'avait dit Marie-Astrid, penser aux interactions entre les différents dispositifs. Est-ce qu'un dispositif de sécurité à un endroit donné peut se transformer comme événement initiateur d'un autre scénario? Voilà. Donc, il y a toute la vie de l'organisation et toute la vie du système qui va commencer à fonctionner, sur lesquels il est encore temps, et surtout c'est très important, de continuer à exercer des capacités de gestion de la sécurité au quotidien. Ce que vous appelez suffisamment dimensionné, c'est quoi, monsieur? Suffisamment dimensionné, vous avez dit? Dans l'architecture, c'est-à-dire suffisamment dimensionné soit pour réduire les conséquences des scénarios ou en réduire les probabilités. D'accord. Parce que l'imaginaire qu'ont les gens, c'est que, en particulier pour un parc photovoltaïque, parce que c'est l'expérience qu'ils ont, c'est que vous avez 3-4 types qui font de la maintenance, de la vidéo, et que voilà. Et le retour d'expérience, même aussi trivial que ça puisse paraître des pompiers, c'est on est arrivé sur le feu, on n'a pas trouvé. On n'a trouvé personne, c'était fermé, on a dû passer tout ça à la cisaille et en plus on ne savait pas ce qu'on arrosait réellement, s'il y avait un risque, pas. Donc bon, peut-être qu'ils en disent plus que ce qu'ils savent réellement, mais quand même. Donc c'est à ça que vous faites allusion quand même, c'est à la présence humaine, au fait que cette présence humaine soit documentée pas seulement sur un des équipements, mais la totalité des équipements. Enfin voilà, c'est ça. C'est que la procédure soit claire de qui avertit quoi, de qui est mobilisé. Est-ce que c'est ça dont vous parlez? Oui, ce que je veux dire, c'est que les leviers de maîtrise des risques, ils ne sont pas uniquement en amont dans le dimensionnement du projet, ils sont aussi dans la vie quotidienne de l'organisation. Il y a énormément de choses à faire. Ce que vous citez ici, alors, sans du tout présager de ce qu'il y a dans ce projet en particulier, mais on voit effectivement des tendances dans les pratiques industrielles avec l'entreprise digitale, l'usine digitale qui serait complètement automatisée avec moins de présence humaine ou même parfois contrôlée à distance. Effectivement, ça peut être générateur de risques. Je ne veux pas dire qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire. Je veux dire qu'il faut se poser clairement les questions dans la vie du site pour dimensionner le système de gestion proportionnellement au niveau des risques. Donc, la proportionnalité en question, ça peut être de la présence humaine, ça peut être aussi des dispositifs de maintenance qui sont
qui sont plus aboutis. Ça peut être des dispositifs de pilotage de la sécurité au quotidien, hein, c'est-à-dire avoir des tableaux de bord sécurité, démontrer qu'au quotidien, on arrive à bien suivre la vie du site et à savoir ce qui se passe bien et ce qui ne se passe pas, même au travers des plus petits incidents. Hein, ça, c'est la vie quotidienne des sites. C'est le cas. Hein. Rappelez-vous, ici, on est vraiment avant les autorisations d'exploiter, donc en amont vraiment, du dossier et de l'étude de danger et de l'étude d'impact. Et déjà, en fait, les exploitants ont fourni quelques éléments. Hein. Ils sont peut-être lacunaires, mais ils ont beaucoup de pratique en la matière. Jacques Archimbaud vous a parlé aussi de visites de sites que l'on a effectuées, notamment tenues par Neoen ou des similaires à Neoen qui exploitent des centrales photovoltaïques et qui tentent aussi d'autres innovations technologiques. Et là, en fait, que ce soit l'amont, pendant et après, est assez richement mis en place avec à la fois du contrôle et une présence humaine, un accompagnement avec de la surveillance, avec des drones. Il y a vraiment un lien fort avec les pompiers. Il y a aussi des visites de sites sur quelque chose qui pourrait presque s'apparenter à des CLI ou des CLIE moins des clics. Donc ça, pour le coup, tous ces dispositifs, on a affaire véritablement à des exploitants qui, quand même, sur beaucoup de dossiers, montrent un savoir et un savoir-faire clair. Mais c'est l'amont. C'est ce que je veux dire, Jacques, en amont et sur des éléments sur une telle ampleur, notamment l'ampleur du projet sur 1000 hectares, c'est là où, en fait, peut-être qu'il faut inventer quelque chose de complètement différent. Et c'est sur ça qu'on veut un éclairage. Qu'est-ce qui est obligatoire là, dans le cas particulier? Sur une centrale nucléaire, on sait qu'il y a des commissions locales d'information, etc. Sur un établissement, puisque c'est intéressant cette notion d'établissement, qu'est-ce qui est actuellement prévu par la réglementation? Ce n'est pas une obligation. En fait, les CLIS, c'est à l'initiative aussi du secteur nucléaire. Les CLIC sont obligatoires pour les CVSO. Les CLI et les CLIE sont à l'initiative de l'exploitant. C'est souvent des démarches où, en fait, les exploitants initient. Donc là, on peut imaginer, toujours dans l'idée d'être au-delà de la contrainte immédiate, que le maître d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage proposent un dispositif partenarial associant les uns les autres sur le même principe, qui soit au-delà de la réglementation. On peut l'imaginer, ça. Alors, mon propos de tout à l'heure, il est de l'ordre de deux choses. Le premier, c'est bien évidemment, enfin, la logique, c'était d'expliquer au public que la vie du site, elle est tout aussi importante que son dimensionnement au départ. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et si on a des opérateurs qui sont expérimentés, qui ont des installations similaires ailleurs, etc., c'est finalement une force du projet et elle doit être finalement présentée comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les commissions qu'on vient d'évoquer, maintenant, la réglementation, elle a unifié tout ça. Donc, il n'y a plus de CLIE, ni de CLIS, etc. On a des commissions de suivi de site qui sont effectivement obligatoires pour un certain nombre d'installations, nucléaires, par exemple, au traitement de déchets. Mais le préfet peut décider, s'il considère, même pour des installations pour lesquelles ce n'est pas obligatoire, s'il considère que le niveau de risque est tel ou le niveau d'inquiétude des populations est tel, il peut décider de créer une commission de suivi de site. Et ces commissions-là, elles sont très cadrées. Hein. Donc, les types de collèges qui doivent participer sont clairement précisés par la réglementation. Il y a un certain nombre de modalités de fonctionnement qui sont précisées. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites localement ou de raffinements qui peuvent être faits localement pour aller au-delà de ça. D'accord. Là, la réponse est tout à fait claire. On peut imaginer qu'il y ait une commission de suivi du site ou de l'établissement, enfin, au RISEO, en cas de… Voilà, hein, ça, c'est important. Alors, vous avez des exemples d'installations comparables, enfin, bon, pas d'installation de centrales photovoltaïques de cette taille-là, puisqu'il n'y en a pas, mais de références qu'on pourrait donner justement où il y a une commission de suivi participatif. Alors aujourd'hui, il y en a. Alors déjà, il y a toutes celles qui sont obligatoires, donc autour des Céveso, comme a dit Christophe, des sites Céveso seuil haut. Donc ça, elles sont obligatoires.
Aujourd'hui, en France, on peut quand même dire qu'on a une expérience participative plus importante parce que pour ce type d'installation-là, il y a eu toute la phase qu'on appelle des plans de prévention de risques technologiques où ces commissions-là ont fortement participé à la définition des modalités de maîtrise de l'urbanisation, à la réflexion sur les modalités de gestion de risque et de la vie de ces installations dans leur territoire. Donc, c'est des pratiques qui existent déjà et qui sont très répandues. Hein. Sur les déchets, par exemple, les installations de déchets, les incinérateurs. Oui, autour des incinérateurs, c'est obligatoire. Autour des installations nucléaires, c'est obligatoire. Donc, il doit y avoir, alors je n'ai pas la comptabilité exacte, mais il doit y avoir au moins plusieurs centaines de ces installations-là locales autour des installations à risque. Alors, les bilans sont faits par les S3PI, les secrétariats permanents aux pollutions industrielles, et sont suivis aussi par notamment les instances telles que les COPRNM pour le risque naturel et autres instances pour le risque technologique. Alors, donc, là, les bilans. Très bonne transition avec ma question. On était surpris avec Myriam quand on regardait ça, de l'absence, parce que c'est vraiment ces petites communes, les unes à côté des autres, l'absence de documents de planification des risques. C'est-à-dire que, à notre connaissance, évidemment, pas de PPRT, pas de PPRI, enfin, de documents fusionnés, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, là, je suis un peu daté moi-même, je vous prie de m'en excuser, mais rien, quoi. Alors, d'où la demande de l'intercommunalité. Enfin, l'interco va travailler justement sur ces problèmes de cumul de risques territoriaux, cette fois-ci, en particulier en matière d'inondation, et ils ont proposé d'intégrer le maître d'ouvrage, la réflexion du maître d'ouvrage sur son site, là, sur la plateforme, à leur réflexion locale, de façon à voir comment tout ça pourrait s'articuler. Mais quels sont les documents qui, du coup, avec l'introduction, est-ce que l'introduction d'un équipement de ce type ne modifie pas l'exigence réglementaire en termes de planification des risques? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le fait qu'il y ait un établissement de ce type sur un territoire, qui doit être en termes de population en dessous de la norme, ne les oblige pas à faire des documents de planification plus sophistiqués. Enfin, on est très surpris. Inondation, non. Risque technologique, non. Alors, évidemment, bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un élément nouveau introduit par la présence de cet équipement? Alors, je dirais que ce qui permet, le véhicule, généralement, qui permet d'introduire le concept de risque dans la planification territoriale, ce sont les PPR. C'est les plans de prévention des risques. Il y en a en France pour tout type de risque. Il y en a pour les incendies de forêt, pour les inondations, pour les risques technologiques dernièrement, etc. Il y en a pour tout type de risque. Maintenant, si au regard des niveaux de risque qu'il y a à cet endroit donné, que je ne connais pas, mais il ne s'avère pas que le niveau de risque ait nécessité de mettre en place des PPR, qu'ils soient naturels ou feux de forêt ou technologiques, et bien forcément, il n'y en a pas. On aura des documents de planification territoriaux qui sont, alors, les plus importants, c'est le schéma de cohérence territoriale au niveau régional, et puis on a les PLU au niveau communal. Voilà. Si les PPR, il n'y a pas de PPR du tout sur toute cette zone-là, finalement, il n'y a pas de véhicule réglementaire obligatoire qui permettent d'introduire le concept de risque dans cette planification territoriale-là. À moduler, parce qu'en fait, se rajoute depuis quelques années ce qu'on appelle, et notamment sur les risques inondations, des planifications qui vont au-delà des PPR, qui s'appellent les PAPI. Et effectivement, l'idée, c'est de créer au-delà à la fois la prise en compte du multirisque, PAPI, P-A-P-I. Là aussi, sur le site de COPRNM, ça sera disponible ou ça c'est demandable, et qui vont venir justement voir à la fois un risque induit par un aléa particulier, mais aussi ce que ça cause comme effet de planification à l'échelle territoriale, de voir arriver du multi-aléa. Voilà. Et quelles recommandations on peut faire? Parce que, comme dirait l'autre, depuis tout à l'heure, vous nous dites en gros, on peut aller au-delà de ce qui est volontairement, quoi, on peut aller au-delà de ce qui est réglementaire ou de ce qui est en silo, quoi. Et donc, quelles recommandations on peut faire d'inscription d'un projet de ce type dans le cadre d'une analyse, d'une observation ou d'une prévention plus globale des risques sur un territoire? On peut leur dire en gros, faites quoi? Aujourd'hui, il y a des documents de planification de la transition énergétique dans les territoires.
Hein. Donc, les territoires sont obligés de faire une planification de la transition énergétique pour répondre aux objectifs fixés en termes de réduction de gaz à effet de serre. Ça, je les vois bien, cela. Voilà, donc il y a les SRADET, et puis il y a quelques documents comme ça à différents échelons territoriaux. Et finalement, ce qui pourrait être demandé, même si ce n'est pas réglementaire en l'état actuel des choses, c'est de dire, est-ce que dans ces schémas-là, où on dit on va plutôt aller vers ce type de technologie-là, on va aller vers ce type de technologique, est-ce qu'en amont, on peut essayer de réfléchir à l'intégration des éventuels risques associés à ces planifications-là, pour que ce soit un critère de décision en soi, de la même manière qu'un autre critère qui est typiquement la qualité du produit, définie ici comme la capacité à fournir de l'énergie de manière continue. Hein. Donc, ça, c'est purement de la gestion de la qualité. Ou alors, ça peut être aussi la capacité à atteindre les objectifs qui sont fixés par la transition énergétique, etc. Donc, le risque peut, très en amont, à ces moments-là, être un critère à prendre en compte dans ces réflexions-là de planification. D'accord. Et vous faites allusion surtout au document de planification de la loi, ouais. Le CISDO est en charge justement de regarder cette cohérence. Hein, et CISDO qui a été auditionné aussi pour la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Bien. Ben, écoutez, là, j'ai quand même noté moi, beaucoup de choses. Excusez-moi de récapituler, mais la vision, je redis ce que j'ai noté, la vision établissement, la prise en compte des événements extrêmes aux réglementations, la révision en continu, enfin, disons à minima quinquennale, le fait d'être au-delà des préconisations seuil bas, enfin bon, du point de vue des études multirisques, l'affaire des transferts de risques que vous avez signalé, monsieur tout à l'heure, l'idée des commissions, enfin des commissions de suivi du site, l'intégration du risque dans les documents de planification, en tout cas les plus concrets et les plus en rapport avec le territoire. Est-ce que j'ai oublié des choses par rapport à ce que vous nous avez indiqué? Je rajouterai un élément. Je vous en prie, monsieur. C'est le caractère interorganisationnel. Oui, qui ça c'est très important. Qui est, je pense, un élément important, qui sera un élément important dans la capacité de maîtrise des risques au quotidien. Oui, puis il y avait ce que vous aviez dit ici sur la conception, puisque quand vous avez parlé d'assemblier, ou d'assembleur plutôt, la conception des produits industriels eux-mêmes, enfin des produits en fonction d'une analyse de risque préliminaire. C'est en fonction de ça aussi qu'ils vont commencer à travailler les premières barrières, et aussi en parallèle avec les services de secours. On les a évoqués pendant l'échange, je ne sais plus qui en a parlé. C'est aussi très très important parce que là vous avez des briques technologiques très spécifiques, de bien aussi prendre en compte la vie et travailler avec les services de secours pour leur intervention, parce qu'il y a la notion de la durée d'intervention, comme a dit Chaban. Il y a le problème s'il y a des gens, personnes, enfin comment tout ce système devrait se mettre en place le jour où ça doit se déclencher. Donc ça, c'est très important, la durée de l'intervention, parce que moi, je ne sais pas à combien de kilomètres ils sont, si c'est en plein milieu de la forêt, là, les 1000 hectares ou pas, enfin, c'est très complexe. Et après, des moyens spécifiques, parce que vous aviez posé la question, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques d'intervention pour les services de secours? Pour les batteries, c'est un peu le cas. C'est le problème des conteneurs batteries. Ce n'est pas complètement encore figé au niveau des interventions des services de secours. Oui, je vous invite à vous rapprocher, je vous ai dit, du rapport en introduction du BEA risque technologique. Vous arriverez un peu à comprendre que, on le voit avec les voitures, que vous pouvez trouver sur Internet, quand il y a un feu de voiture électrique, vous voyez les pompiers l'éteindre, tout le monde remballe et 20 minutes après, ouf, ça repart. Donc, il y a quand même des choses importantes à prendre en compte aussi avec les services de secours. Vous pouvez nous en dire quelques mots, là, excusez-moi, in fine, là, c'est juste pour la bonne bouche, parce que ce sujet est venu dans la discussion à l'atelier risque à SOCAT. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez vous reporter au compte-rendu de cet atelier, qui sont la gestion spécifique des feux électriques et des feux. Alors, je pense au contrôle des ingénieurs, là, il y en a deux, là, Philippe. Alors, il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les voitures, c'est une particularité de la nature même de la génération de batteries. C'est les lithium-ion qui sont le plus sensibles à partir à l'emballement thermique. Mais le conteneur RTE aura peut-être une autre spécificité de famille de batteries, parce qu'il y a du gros développement là-dessus, qui sera peut-être moins sensible à ça. Et il y a quand même une expérience qui commence à monter sur les moyens de prévention à mettre à l'intérieur
le type de détecteur, mais aussi dans l'architecture même de votre module batterie à la fin. C'est-à-dire que c'est tout un système et il y a une vraie sensibilisation de l'architecture. Donc là, c'est au niveau du concepteur de la batterie. Vous voyez, c'est même pas RTE, c'est où ce qu'il va acheter, ce qu'il va monter comme batterie. C'est pour ça que je vous parlais de son assembleur. Oui, oui. Qui fait ça d'ailleurs? Qui produit ces batteries? C'est en France? Pour l'instant, c'est beaucoup des pays asiatiques qu'elles arrivent, on les assemble en fait en France, en Europe. Je crois que j'ai un doute entre la Norvège et la Suède. Vous avez Norvolt qui vient de faire produire, je crois, la première cellule batterie européenne là en décembre. Donc elles vont, j'espère, arriver, les batteries européennes. Vous avez la construction de la Gigafactory du côté d'Amiens. Vous en aurez une autre en France. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi l'origine de ces matières utilisées pour faire ces briques technologiques énergétiques. Oui, c'est-à-dire que ça rejoint votre observation sur la conception, en intégrant les risques et évidemment la traçabilité de cette conception et la prise en compte des préconisations, quoi. Voilà, donc ça c'est évidemment tout à fait. Il y a peut-être un élément complémentaire, si on est en train de conclure, que, alors peut-être on a évoqué, mais de manière un peu sous-jacente ou pas du tout, mais en tout cas, ça me paraît important de dire risque par rapport à quoi? C'est-à-dire quels sont les enjeux vulnérables qu'on considère. Généralement, dans notre domaine, nous, on s'intéresse à protéger les humains. Donc, les risques, c'est éviter les morts, les blessures, qu'elles soient réversibles ou pas, etc. Mais on peut se poser aussi la question sur la protection des enjeux environnementaux. Oui. Et ça veut dire aussi des réflexions supplémentaires sur pas juste qui habite à côté, comment il peut toucher, mais finalement, est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux vulnérables autour qui, en cas d'accident, peuvent peut-être tuer personne, mais entraîner un impact sur ces enjeux. Porter atteinte aux vivants, comme on dit maintenant. Ouais, voilà. Porter atteinte aux vivants. Ouais. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faudrait peut-être aborder de manière ouverte. Alors, une dernière question iconoclaste, sur les œuvres que mes collègues ont posées, qui touche à la place de l'INERIS dans tout ça, c'est-à-dire, ça montre mon degré abyssal d'ignorance, pardonnez-moi, enfin bon, voilà, je suis un peu coupé de la réalité maintenant, mais comment l'itinéris peut intervenir en termes de conseils, d'accompagnement, soit de l'État? Est-ce que vous êtes sollicité par l'État au moment des autorisations? Est-ce que vous intervenez dans l'évaluation du dossier ou des dossiers qui ont été déposés par le maître d'ouvrage? Enfin, comment vous, d'une certaine façon, ce travail qu'on a là, évidemment très grossièrement, est pris en compte et peut être pris en compte dans la suite des opérations? Alors, on intervient, on va dire, sur les demandes des industriels concernés. On ne va pas de nous-mêmes proposer des choses un peu, je vais dire, futuristes à notre ministère de tutelle quand il peut y avoir des réflexions réglementaires. On travaille sur ce genre de choses. On est sur d'autres types de projets comme ça qui commencent à émerger sur l'assemblage de briques technologiques. C'est quand même assez récent. Et on peut intervenir soit localement sur une brique, soit sur la vision établissement, comme le disait tout à l'heure Christophe. C'est du cas par cas à la demande, en fait, des gens concernés. On peut dire à NGNON, rapprochez-vous de l'INERIS pour faire ce travail. Oh, je pense qu'Engie le sait. Enfin, oui, mais je pense qu'Engie le sait. Nous travaillons sur d'autres sujets déjà. J'imagine bien. RTE aussi. Ce serait de la distorsion de concurrence. Et à ce moment-là, quel type de relation contractuelle existe? C'est-à-dire qu'en gros, il passe commande et vous répondez à la commande moyennant finance. Comment ça se passe? Quelle est la contractualisation? Oui, là, je pense que Christophe, tu peux expliquer comment ça se passe, les demandes qui arrivent en analyse de risque. Voilà, c'est ça. Donc, si par exemple, on peut être sollicité juste pour faire l'analyse de risque ou même constituer l'ensemble de l'étude de danger. Et à ce moment-là, il y a une relation contractuelle entre eux et nous. Donc, on définit, il y a un contrat, établissement d'un contrat. Voilà. Après, sinon, on peut aussi, si on n'est pas amené à intervenir dans le cadre d'une étude préalable ou voir l'étude de danger, ça peut être une demande de l'administration de faire tierce expertiser en fait l'étude de danger
Alors, il y a quelques tiers experts en France, dont l'INERIS. Et donc, voilà, si on est sollicité, on fait aussi une offre qui est discutée avec l'exploitant et on peut être retenu pour faire la tierce expertise. Le rôle de la tierce expertise, c'est de… donc, c'est un cadre bien défini, en fait. C'est l'objectif… ça peut être par exemple de vérifier l'exhaustivité des risques ou de vérifier que les interactions entre les risques entre les différentes briques ont bien été pris en compte ou que les problématiques d'impact sur la forêt ont été bien pris en compte. C'est exactement les sujets dont on a discuté, quoi. Voilà, donc la tierce expertise, elle est ciblée sur, voilà, elle est ciblée sur des sujets très, très précis. Voilà. Mais cette tierce expertise, elle est financée par le maître d'ouvrage. Tout à fait. Mais elle n'est pas automatique, elle est vraiment à la discrétion de l'administration, c'est-à-dire de l'inspecteur DREAL. Ouais. Suite à son instruction du dossier, la DREAL peut décider effectivement d'une tierce expertise sur l'ensemble du dossier ou sur des parties du dossier. C'est ça. Et alors, j'ai là, je vais m'exprimer avec ma casquette de chercheur. Il y a aussi un autre levier, celui de la recherche partenariale, puisque, alors là, ce qu'ont cité Christophe et Marie-Astrid, c'est effectivement des cadres bien réglementés, etc. Mais on a évoqué beaucoup de sujets aussi qui sont très ouverts, qui ne sont pas tous nécessairement couverts par la réglementation. Et on peut avoir des réflexions communes, on peut être en accompagnement sur ce type de sujet-là pour travailler toujours très en amont sur des questions qui restent très ouvertes et qui ne sont pas nécessairement considérées par la réglementation. Oui, c'est important parce que est-ce que l'itinéris, a comme idée ou comme hypothèse, compte tenu de l'importance à venir de ces sujets de transition électrique ou énergétique dans l'espace, hein, par exemple d'ouvrir quelque chose de spécifique sur photovoltaïque ou sur ce type de plateforme. Vous voyez, est-ce que vous avez un secteur qui travaille spécifiquement sur ces questions-là aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que les questions de le mettre en place ou est-ce que ce n'est pas du tout opportun? En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment un secteur particulier de l'INERIS qui travaille sur ces sujets. Si vous voulez, on travaille sur des secteurs tellement vastes que oui, il y a parfois une expertise qui se crée sur la thématique hydrogène, une autre sur la méthanisation, par exemple. Oui. Mais c'est une expertise qu'on garde transversale au sein de l'Institut en faisant appel à des compétences vraiment transversales. Voilà. Et en complément, encore, il y a un guide qui sera public, qui va bientôt sortir là, au premier trimestre, sur la prise en compte des risques dans les filières énergétiques, hein, donc typiquement dans ce type d'installation, et qui finalement propose une méthode pour aller au-delà de ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire considérer chaque brique individuellement, mais comment on pourrait avoir une vision un peu plus système. Et dans ce document-là, donc, il y a la méthode. Et puis, on a essayé aussi d'être un peu pédagogue. Donc, il y a des fiches, ce qu'on appelle des fiches maillons. Donc, il y a des fiches pour chaque brique technologique qui sont finalement des synthèses, des condensés des connaissances qu'il y a aujourd'hui sur les risques, sachant que cette connaissance, elle est évolutive parce que ces systèmes-là sont nouveaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on avance au fur et à mesure de nos connaissances. Donc, il n'y a pas des fiches maillons pour absolument tous les systèmes qui existent, mais c'est appelé à être enrichi au fur et à mesure. Ça, c'est des fiches itinéris. Enfin, c'est un guide. Ce qu'on appelle des fiches maillons ou des fiches briques qui sont dans les annexes du guide qui sera public. Oui. Bien. Est-ce que, mes chers collègues, vous avez des questions complémentaires à poser à nos amis de l'INERIS? Philippe, il faut mettre du son. J'ai une question tout à fait basique qui porte uniquement sur la partie parc photovoltaïque. De votre expérience, quel est le principal risque posé par un parc photovoltaïque, ou les principaux risques? Et question subsidiaire, du point de vue de ces risques principaux que vous avez identifiés, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir, un parc de 1000 hectares ou 10 parcs de 100 hectares? Oui.
Là, elle n'est pas simple, hein, votre question, parce qu'on a un peu le même sujet, parce que je pense que si vous pouvez regarder un peu ce qui se fait pour les établissements de logistique, où vous avez beaucoup de gens qui mettent, qui font leurs études d'ailleurs avec leur toiture complète en panneaux photovoltaïques. Moi, je n'ai pas tout en tête au niveau des risques, hein, mais on le prend surtout en cas d'incendie. On regarde un peu si cet ajout sur la toiture va amplifier ou pas le scénario d'incendie s'il part de l'intérieur. Et bien sûr, après, on le regarde si ça peut être l'événement initiateur, un défaut électrique sur la toiture qui redescendrait. Le problème, c'est lorsque ça va brûler, pour le moment, il ne faut pas oublier quand même que les panneaux photovoltaïques sont constitués de matières quand même toxiques et écotoxiques. Il faut étudier donc leur comportement lors de ce cas d'incendie. Et on en revient à la problématique de qu'est-ce qu'il y aura dans le nuage des fumées de décomposition, de brûler ce panneau, qu'est-ce qu'on va retrouver comme élément, et ensuite les déchets que vous allez obtenir après l'incendie, qu'est-ce que en post-accident, comment vous allez les traiter. Il y a ce genre de choses aussi qui peuvent être importants. Je ne sais pas si Christophe ou Chaban, vous voulez compléter. Ben, après, on peut avoir au stade de la conception des installations une démarche relative vraiment au potentiel de danger. On peut faire une première modélisation en prenant en compte l'intégralité du parc de panneaux tel qu'il est imaginé aujourd'hui. Et ensuite, en fonction des impacts et des effets redoutés, peut-être réfléchir à réduire ce potentiel de danger-là avec une ségrégation et avec des couloirs qui sont laissés à une certaine distance, qui sont bien sûr calculées, qui sont modélisées pour éviter la propagation de la problématique. Voilà. Oui, enfin, cette question-là, finalement, elle est le reflet finalement des échanges qu'on a depuis le début, c'est-à-dire poser des questions très spécifiques. Et nous, on vous répond qu'il n'y a pas de réponse standard, que ce sera au cas par cas. Là, ça, c'est la propriété des systèmes nouveaux. Hein, donc, ces systèmes-là, si on les regarde dans une perspective historique, ce sont des systèmes nouveaux. Il est très difficile à ce stade-là de à chaque fois fournir des réponses standards qui soient généralisables facilement, parce qu'il y a déjà une grande diversité des pratiques. Il y a des grandes diversités de technologies. Du coup, nous, à chaque fois, la réponse, ça va être voilà, au cas par cas. On a des approches pour faire ces études-là, mais en l'état actuel des choses, et peut-être pour les plusieurs années encore à venir, il sera très difficile de fournir comme ça des réponses standards applicables à tout type d'installation. Oui, sauf que si vous avez 100 parcs de 10, vous risquez d'avoir 100 opérateurs différents avec Et puis les risques. des maîtrises très inégales, sans parler des aventuriers qui sont sur le créneau de l'affaire. La question de la taille, elle joue également beaucoup sur le nombre d'opérateurs, sur la diffusion de l'information technologique et la prévention des risques. Mais à ce moment-là, c'est les facteurs humains et d'organisation, pour reprendre d'ailleurs ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui vont entrer en ligne de compte. Et l'argument du maître d'ouvrage, dans lequel lui, il est gros, il connaît, et en plus, il est tellement gros qu'il sera particulièrement surveillé, est un argument entendable. Enfin, je ne sais pas s'il est pertinent, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a évidemment la réponse technologique ou scientifique, l'analyse des risques auquel vous allez répondre de dire c'est un système nouveau, on ne peut pas avoir de réponse en là. Et puis, il y a quand même la question de qui est l'entrepreneur de quoi, à quel moment. Bon. Alors, évidemment, si c'est NJ ou NEON qui font 100 fois 10, ça revient au même que s'ils font 1000, mais bon. Il y a juste, pour préciser aussi ou compléter la question posée par Philippe, en fait, ce qui était sous-tendu, c'était de savoir si vous aviez entre les mains quelques retours d'expérience sur des accidents, des incidents analysés qui se sont passés soit sur des projets beaucoup plus petits de centrales photovoltaïques avec des innovations, avec quelles que soient les briques qui viennent se rajouter, que ce soit en national ou international. Et si vous avez aussi à disposition un REX incident-accident sur des parties briques de ce projet Oriseo, à savoir effectivement le data center, effectivement l'électrolyseur ou la batterie lithium. Donc, en avez-vous, bien sûr, il y a effectivement des bases de données. Vous pourrez regarder sur le site du BARPI, la base ARIA, ou regarder sur la base Mars, mais en fait, c'est incomplet. Donc, connaissez-vous d'autres types de bases de données qui pourraient être reprises justement dans le rapport? En Gironde.
Moi, je peux vous… un certain nombre d'informations. Alors, moi je vais vraiment devoir vous laisser. Oui, nous aussi, excusez-moi, on est pas une réunion qui commence. Ouais, moi aussi, je voudrais j'ai pas juste pris ma pause repas, donc… je voudrais juste répondre sur par exemple, le REC sur les batteries. C'est un sujet assez complexe parce que vous avez différents usages. Il y a la e-mobilité, il y a le stationnaire. Là, ce cas-là, c'est du stationnaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différentes technologies de batteries. On va jusqu'à 5 générations, même si la 4 et 5 ne sont pas encore sur le marché, mais elles sont déjà, on va dire, dans l'innovation, dans la conception. Tout ça fait bouger en permanence les risques, ce qui fait qu'en fait, on voit de l'accidentologie, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui les reprend, parce que au niveau ICPE, c'est qu'une petite rubrique qui en parle, donc il y a très peu de choses dans le BARPI, et c'est des échanges en fait entre réunions d'experts, surtout principalement. On est dans des réseaux de normalisation, par exemple, on a la présidence du TC 120, qui est le groupe de normalisation internationale pour le stationnaire, les conteneurs stationnaires de batterie. Et là, on reçoit, par exemple, ce qui se passe dans les conteneurs en Chine, en Corée, enfin à travers le monde. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on a notre accidentologie. Je crois, mais je n'en suis pas certaine, qu'il y a eu un rapport INERIS et qui devrait être prochainement mis sur le site. Voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire sur le REX, accidentologie, que vous cherchez sur les batteries. L'hydrogène, je peux peut-être te laisser dire 2 mots, Christophe, avant qu'on quitte la réunion. Là, il y a toutes les données provenant des États-Unis avec Sandia. Il y a également des rapports que nous avons sur les différents accidents survenus dans le monde sur les électrolyseurs, qu'on a concaténés dans un document qui devrait sortir là prochainement sur les électrolyseurs en fonction de la typologie de l'électrolyseur. Je vous avais dit, il y a 3 grands types de technologies. Donc, en fonction de la type de technologie, il y a des accidents particuliers auxquels nous avons eu accès, tout à fait. Merci. Bien, mais écoutez, je vous remercie pour la… Oui, madame, vous vouliez… Non, c'était moi. C'était François qui voulait en remercier. Oui, on va avoir un effet cumulatif sur les batteries, puisqu'il y a, juste à côté de Riseo, il y a 2 fois la puissance installée. Il y a un stockage stationnaire sur le site RTE de raccordement de Riseo, enfin, un raccordement prévu de 75 MW. En plus des 40 stationnaires qui seront sur site. Donc là, il y a un vrai effet cumulatif. Et en plus, j'ai entendu à la Commission nationale que les gigafactories de batteries sont des sites ultra confidentiels où nous-mêmes avons demandé justement pour pouvoir organiser les débats publics sur ces sites-là. On nous a dit non, c'est au niveau sécurité, vous n'avez pas à savoir. Donc, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez accès aux informations sur le stockage, sur le type de matériaux, etc. Mais nous, en tant que Commission nationale tenue à la confidentialité, on n'a pas pu avoir ces informations. Moi, je n'ai que les informations que j'ai réussi à avoir lors des journées publiques, les audiences publiques qui ont eu lieu au premier semestre 2021 pour le site de Douvrin, parce que c'est à côté de chez nous, c'est du côté d'Amiens, la Gigafactory. Donc, on a la taille des bâtiments, la puissance électrique attendue dedans. Voilà, c'est un peu comme votre projet, c'est encore à l'étude. Voilà, et après, bon, il faut savoir aussi, je pense aussi qu'il y a une difficulté un peu sur ces projets, c'est que pour l'instant, la directive, qui devrait être normalement un règlement en batterie, n'a toujours pas été publiée depuis son projet de décembre 2020. Et parfois, ça peut être quelque chose qu'on attend un peu pour voir quelles sont les contraintes qui vont s'appliquer au cas. Mais je peux vous assurer que nous, on se rencontre avec les gens de Douvrin, le projet est bien en route, mais il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur la partie technique pure et dure. On sait à peu près quel type de batterie. Bon, bien sûr, on va partir sur les plus conventionnels lithium-ion, mais ils envisagent après, comme je vous ai dit, de partir vers la 4, la 5. Voilà. Il y a le problème du recyclage et quel va être ce qu'on appelle le socle des batteries pendant leur stockage dormant ou pas. Enfin, voilà. Mais normalement, si vous tapez, ils étaient encore accessibles il y a quelques temps. Si je retrouve le lien, j'essaierai peut-être de vous l'envoyer, où vous aviez pas mal de documents sur la Gigafactory de Douvrin. Parfait. Écoutez, merci madame, merci messieurs. L'objectif méthodologique qu'on recherchait vraiment largement contribué à répondre aux questions et nous aider à formuler les recommandations à l'issue de ce débat.
pardonnez la naïveté de certaines de nos, enfin, les miennes, de nos questions, mais c'est comme ça qu'elles ont été posées, et donc c'est comme ça qu'elles appelaient des réponses. Et si on a besoin de vous solliciter, sans exagérer, on ne manquera pas de le faire. Donc, merci beaucoup, madame, messieurs, pour ces réponses qui sont pour nous tout à fait éclairantes et tout à fait intéressantes. Bonne journée à vous, bonne continuation. Faites attention, le virus est sévère. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci.